Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un message important. Nous avons besoin de vous. Le Média lance Riposte, une campagne de financement citoyen pour renforcer une information libre, indépendante et populaire. Dans un contexte où les fortunes privées comme celle de Pierre-Édouard Stérin cherchent à influencer l'opinion à coups de millions d'euros, nous devons nous organiser collectivement. Aidez-nous à riposter, rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr. Et maintenant, place à l'épisode 49 du récap. C'est parti! L'État a tout fait pour garder secrètes ses cargaisons de pièces détachées pour fusils mitrailleurs et canons à destination d'Israël. Ratés, les dockers de Marseille ne sont pas dupes. Ces derniers refusent de charger le bateau, c'est ce qu'a annoncé la CGT des ouvriers dockers et des personnels portuaires du golfe de Fos dans un communiqué. Pas question pour eux de, je cite, participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien. Le syndicat réaffirme son engagement pour la paix et son opposition à toutes les guerres. La cargaison de la honte a donc été mise de côté. Le média d'investigation Disclose a enquêté. Le Kunship Era, un cargo de la compagnie israélienne Zim, attendu ce jeudi matin à Fos-sur-Mer, doit embarquer en toute discrétion 19 palettes contenant 14 tonnes de pièces destinées à des cartouches de fusils mitrailleurs. Le navire devait repartir le soir même aux alentours de 23h avec pour destination finale le port de Haïfa dans le nord d'Israël après des escales à Gênes et Salerne en Italie. Alors ces pièces détachées, ce sont des maillons fabriqués en France, à Marseille, par la société Eurolinks. Ils sont utilisés pour relier les balles d'armes automatiques entre elles et ont été commandés par Israel Military Industries, une filiale de l'un des principaux industriels de l'armement israélien. L'entreprise se présente comme le fournisseur exclusif des forces israéliennes de défense. C'est elle qui équipe Tsahal en balles de petit et gros calibre. Disclose rappelle que c'est la 3e expédition de ce type entre Fos-sur-Mer et Haïfa depuis le début de l'année 2025. La première livraison date du 3 avril dernier. Le Kunship Era a embarqué 26 palettes, soit près de 20 tonnes de matériel, toujours à destination de la même société israélienne, selon des données maritimes confidentielles révélées par le média d'investigation. Une nouvelle livraison a eu lieu le 22 mai. Le même cargo a chargé 2 millions de maillons. Le PDG d'Eurolinks n'a évidemment pas répondu aux sollicitations des journalistes de Disclose. Quelques heures après les révélations du média d'investigation, les dockers marseillais ont fait savoir qu'ils avaient identifié une seconde cargaison honteuse à destination d'Israël. Cette fois, il s'agit d'équipements pour canons fabriqués par la société française Aubert et Duval. Les 5 colis devaient eux aussi être chargés sur le Kunship Era. Ils ont été immobilisés grâce aux dockers. À Fos-sur-Mer, la morale n'est pas en grève. Plusieurs élus de gauche ont exprimé leur soutien et leur solidarité envers les dockers marseillais sur les réseaux sociaux. Je tiens à saluer leur courage, c'est un acte de résistance historique pour la paix, a écrit Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille. Ce matin, dans la contre-matinale, nous recevions la députée LFI Gabrielle Catala. On écoute sa réaction. Salue évidemment les dockers de Marseille, voilà, de Fos-sur-Mer Marseille, puisque la CGT et les différents syndicats de dockers sur place ont tout de suite dit qu'ils refusaient de participer à cette opération, de se rendre complices d'un génocide. Donc ils ont mis la palette, enfin le cargo de côté contenant les palettes. Et ce qui est beau à voir, c'est qu'en cascade, ça a entraîné un communiqué des dockers de Gênes, ensuite en Italie, puisque le bateau devait ensuite poursuivre son chemin et aller en Italie, à Gênes, où les syndicats italiens ont à leur tour mis de côté les marchandises qui étaient censées être prises sur ce bateau, qu'on peut suivre d'ailleurs en ligne. En fait, on va en ligne sur le site et on peut voir où se situe ce bateau, quel est son chemin. Et donc, encore une fois, bravo aux syndicats d'avoir fait cette opération de désobéissance civile, quelque part, pour refuser que notre pays se rende complice d'un génocide. Et le fait que la France embarque comme ça secrètement des armes, c'est même contraire aux traités internationaux sur le commerce des armes, c'est catastrophique. Les appels des experts de l'ONU à suspendre les livraisons d'armes à Israël n'y changent rien. La France poursuivrait donc son commerce d'armement avec Israël, malgré le risque de génocide contre les Palestiniens, dans un conflit qui a déjà fait plus de 50 000 morts, dont 15 000 enfants selon l'UNICEF. Le ministère des Armées, de son côté, réfute. Selon lui, l'armée israélienne n'utiliserait pas directement ce matériel. Les pièces seraient
seraient seulement assemblés en Israël avant d'être réexpédiés ailleurs. Mais cette version a évolué plusieurs fois. En octobre 2023, avec l'aval du gouvernement français, Eurolinks avait déjà exporté 100 000 maillons fabriqués à Marseille vers Israël, comme l'avaient déjà révélé Disclose et Mars Actu. Le lendemain de ces révélations, le ministre des Armées Le Cornu a assuré en conférence de presse que ces livraisons étaient destinées à une réexportation vers d'autres clients via Israël. Même son de cloche du côté du PDG d'Eurolinks qui affirmait que les licences françaises contraignaient l'entreprise israélienne à n'utiliser les maillons que pour des cartouches destinées à leurs clients étrangers. Sauf qu'en réalité, aucun contrôle n'a été fait par l'ambassade de France à Tel Aviv pour vérifier qui recevait réellement ces pièces. 8 mois après cette polémique, le ministre a changé de discours devant les sénateurs. Finalement, les maillons auraient été assemblés en Israël avant de revenir en France. L'envoi de composants d'armes sur le sol israélien dans le contexte actuel pose toutefois question. À cela, le gouvernement français répond qu'Israël reste un partenaire et qu'on ne va pas se priver de sa technologie ni de ses compétences. L'État français a choisi son camp, celui du business, au détriment des valeurs morales. Quelle surprise! En Espagne, le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez s'est illustré différemment. Cette semaine, il a annoncé mettre en place un plan de déconnexion technologique vis-à-vis de l'industrie militaire israélienne, mettant ainsi fin à un contrat de 287 millions d'euros conclu le 23 novembre 2023. En avril dernier, le gouvernement espagnol s'est retrouvé sous le feu des critiques après la révélation d'un contrat de 6,8 millions d'euros pour l'achat de munitions israéliennes destinées à la garde civile. Face à la colère de l'aile gauche de la coalition, déjà vent debout contre l'annonce d'une hausse des dépenses militaires, le chef du gouvernement avait été contraint de reculer. Pedro Sánchez, qui a franchi un cap le mois dernier en qualifiant publiquement de génocide la situation à Gaza, a pris position en faveur d'un embargo international sur les ventes d'armes à Israël. Il est même allé plus loin en imposant un veto sur l'utilisation de technologies israéliennes dans les systèmes d'armement produits en Espagne. En octobre dernier, Emmanuel Macron appelait à suspendre les livraisons d'armes vers Israël. La France, au-delà de ce message de solidarité, et réitérant le fait que nous n'oublions rien et que nous demandons la libération des otages, est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. Et là-dessus, c'est sans ambiguïté, nous l'avons encore montré ces derniers jours. Lorsque l'Iran a déclenché des frappes, la France était mobilisée et j'ai tout de suite accédé à la demande du Premier ministre Netanyahou pour participer à la sécurité d'Israël. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. La déclaration du président est d'autant plus symbolique que, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la France n'a officiellement plus exporté d'armement vers Israël depuis 1998. On parle ici d'armes clés en main, tout simplement parce qu'Israël n'en veut pas. Elle se débrouille très bien toute seule. C'est en tout cas ce qu'avait expliqué le ministre Le Cornu devant les sénateurs en octobre dernier. En revanche, la France ne se gêne pas pour poursuivre l'envoi de composants, soi-disant défensifs, à écouter le ministre, pouvant alimenter la production nationale d'armes en Israël. Un angle mort qui embarrasse fortement le ministère des Armées alors que la guerre de Gaza ne cesse de s'enliser dans un bain de sang. On écoute le ministre. Les choses sont simples. Pas de vente d'armes à Israël, de manière globale, déjà aussi pour une raison simple, au-delà de la diplomatie, des autorisations de licence, etc., c'est qu'Israël est un des grands concurrents des industries françaises et que Tsahal n'a pas besoin des armes françaises. Commencer par cette évidence, mais ça va mieux en le disant. Deuxième des choses, oui, nous vendons des composants sur des systèmes défensifs, et notamment le dôme de fer, des systèmes de roulement à billes, de ressorts, etc. Et nous assumons que les licences sont toujours en vigueur, là où d'autres voudraient que nous les arrêtions. Et vous savez que ces systèmes sont purement défensifs et qu'ils ne peuvent pas être retournés de manière offensive contre qui que ce soit. Et donc il en va évidemment de la protection des populations civiles. De son côté, Emmanuel Macron cultive l'ambiguïté dans ses positions. Il y a quelques jours, il a déclaré qu'il fallait durcir la position collective et appliquer des sanctions contre Israël si le blocus humanitaire perdure à Gaza. Il semblerait que ces sanctions ne concernent donc pas le commerce d'armement. Il est très clair aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser la situation durer. Le blocus humanitaire qui aujourd'hui prévaut crée une situation qui est insoutenable sur le terrain. S'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre
un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. Ce matin, Gabrielle Catala réagissait aux révélations de Disclose et aux livraisons d'armes. Selon elle, c'est la preuve qu'Emmanuel Macron et le gouvernement mentent allègrement sur le sujet. C'est tout de suite, c'est qu'Emmanuel Macron a continué à mentir pendant des mois, avec son ministre des Armées, M. Lecornu, avec son ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, puisqu'à chaque fois que nous les interrogeons lors des questions au gouvernement, que nous demandons un embargo sur les armes, ils nous répondent que la France ne livre pas d'armes à Israël. Or, cet article révèle non seulement qu'un bateau était arrivé cette nuit à Fos-sur-Mer, où il devait, vous l'avez dit, prendre à son bord 19 palettes, donc 14 tonnes de pièces détachées pour relier des cartouches de fusils mitrailleurs entre eux, mais que ce bateau est déjà venu le 3 avril, le 22 mai, et ça s'ajoute à des révélations qui existaient déjà de Disclose de 2023, qui montrait que la France avait commercé avec Israël entre 2017 et 2023, je crois, 100 millions d'euros d'équivalent, d'armement, de pièces d'armement, et qu'elle a continué ensuite. Donc, ce n'est pas les premières révélations de Disclose. Et quand nous interrogeons M. Lecornu et M. Macron, et qu'ils répondent que la France ne commerce plus, mais on en déduit qu'ils mentent. Le 16 juin prochain s'ouvrira le Salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget. Rien d'autre que le rendez-vous mondial de l'excellence et de l'innovation, selon ses organisateurs. Derrière la vitrine et les démonstrations de vol appréciées du public, c'est tout bonnement un salon de l'armement qui déroule le tapis rouge à plusieurs entreprises revendiquant de produire des armes utilisées par l'armée israélienne à Gaza. Ni les autorités françaises, ni les organisateurs du salon ne semblent s'en émouvoir. En revanche, 145 associations, collectifs, syndicats et formations politiques ont décidé de porter l'affaire devant la justice. Ils demandent l'exclusion de ces entreprises. Le 26 janvier 2025, le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonçait que Emmanuel Macron avait promis que les entreprises israéliennes pourraient participer au Salon du Bourget. De son côté, l'Élysée tempérait en disant que cette participation pourrait être favorablement examinée en conséquence du cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Alors, le dit cessez-le-feu a pourtant été violé à maintes reprises par l'armée israélienne, qui, pendant la trêve, a fait plus de 150 morts à Gaza et étendu son offensive en Cisjordanie. Mais cela n'empêche pas au moins 9 exposants israéliens d'avoir leur stand sur le salon du Bourget. Parmi eux, personne d'autre que le ministère des Armées israélien. Rien que ça. À ces acteurs s'ajoutent également plusieurs entreprises françaises et internationales reconnues pour leur commerce d'armes avec Israël. Nous avons échangé avec Ariane Lavrieux, journaliste pour Disclose. Elle est revenue sur l'opacité de l'État en matière de transfert d'armes. Il y a un double discours du gouvernement français qui d'un côté dit qu'il n'exporte pas d'armement qui pourrait être utilisé dans les combats à Gaza, et de l'autre côté qui autorise des livraisons d'armement qui risquent d'être utilisés à Gaza. Le gouvernement explique que ces armements ne sont pas destinés à l'armée israélienne et qu'ensuite ils sont réexportés ailleurs dans le monde, sauf que le gouvernement ne fournit aucune preuve et que dans la guerre actuelle, l'armée israélienne est en manque de fournitures militaires, d'équipements, de pièces détachées, de munitions. Et on peut penser qu'elle fait appel à ces industriels sur place pour ses besoins actuels. Permettre à Israël, accusé de génocide, de participer au Salon du Bourget revient à légitimer sa machine de guerre et les crimes commis contre les civils palestiniens. C'est inacceptable. Pour Joël Béda, juriste pour l'association de défense des droits humains Al-Haq, basée en Cisjordanie, sans le soutien international, Israël ne pourrait pas mener une guerre d'une telle ampleur. Alors on en avait déjà parlé il y a quelques semaines dans le récap, Macron a timidement pris ses distances avec le soutien inconditionnel à Israël depuis son déplacement en Égypte. Au retour, il avait même évoqué l'idée de reconnaître un État palestinien sous condition lors de la conférence de New York qui aura lieu du 17 au 20 juin. Un maigre pas qui a suffi à crisper les relations avec l'international génocidaire. Benjamin Netanyahou a répliqué par la menace « Si jamais la France reconnaît en juin l'État de Palestine, nous répondrons en annexant les colonies de Cisjordanie ». L'ambassadeur des États-Unis en Israël a également déclaré le 31 mai sur Fox News « Si la France tient vraiment tant à avoir un État palestinien, j'ai une suggestion pour eux. Qu'ils découpent un bout de la Côte d'Azur et qu'ils créent un État palestinien. »
Alors l'échéance approche et hier, un média israélien a affirmé que la France aurait modifié sa position sur la reconnaissance d'un éventuel État palestinien. Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise, a immédiatement demandé des comptes. L'entourage du président de la République a démenti l'information et déclaré que la position du président n'a pas changé depuis qu'il s'est exprimé sur le sujet. Alors pendant ce temps, la Freedom Flotilla a pris la mer pour acheminer une aide humanitaire vitale à la population de Gaza. À bord de ce petit voilier se trouve la députée française Rima Hassan, l'activiste Greta Thunberg, ainsi que 10 militants non violents. Alors que les drones israéliens survolent régulièrement le bateau, la Freedom Flotilla risque également d'être interceptée en eau internationale avec une possible arrestation de l'équipage ou même être remorquée de force jusqu'au port israélien d'Ashdod, où les militants pourraient être détenus. Plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies appellent à garantir un passage sécurisé pour ce navire humanitaire. Ils rappellent que la population de Gaza a un droit fondamental à recevoir une aide humanitaire via ses eaux territoriales et que la Freedom Flotilla a le droit de circuler librement en eau internationale, conformément au droit maritime et humanitaire international. Rima Hassan s'était expliquée sur notre antenne il y a quelques jours. On l'écoute. Oui, alors là, on se prépare, on a plusieurs heures de formation par jour pour se préparer aux différents scénarios qui se présentent à nous. Donc, le bateau peut très bien subir une attaque en pleine nuit de destruction. On peut très bien avoir un drone, comme ça a été le cas pour le dernier navire qui a été attaqué le 2 mai par drone. On peut aussi être intercepté. Donc, on se prépare aux différents scénarios pour s'assurer d'avoir les bons réflexes, d'agir rapidement, de savoir très rapidement filer les gilets de sauvetage, récupérer les affaires nécessaires, de pouvoir aussi plonger et sauter en mer et quitter le bateau s'il est attaqué. Donc effectivement, la source d'inquiétude que nous avons dans ces déclarations, c'est que tout va dépendre des instructions politiques qui vont être données. Or, comme vous le savez, nous n'avons pas un interlocuteur politique qui soit fiable avec ce régime israélien en matière de respect du droit international et des droits humains. Donc on peut très bien effectivement faire l'objet d'attaques qui peuvent mettre en péril à la fois la mission, mais également notre intégrité physique, nous mettre en danger. 2 bateaux, 2 histoires. Le Kunchi Pera transporte en toute discrétion les pièces d'armes qui alimentent la guerre, protégées par l'État et le business. La Freedom Flotilla, elle, porte une aide humanitaire vitale, surveillée par des drones, menacée d'arrestation, voire même de mort. L'un glisse dans l'ombre des complicités, l'autre affronte les tempêtes de la répression, juste pour apporter un peu de lumière. Moralité, la paix dérange, les armes, quant à elles, voguent librement. On poursuit avec le reste de l'actualité nationale, mise en image et racontée par Aude Cazorla. On commence par un point sur la réforme des retraites. Un vote symbolique. Avec 198 voix, les députés ont adopté ce jeudi une résolution réclamant l'abrogation du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Ce texte était voté dans le cadre de la niche parlementaire du groupe communiste. À la tribune, le président du groupe, Stéphane Peu, a dénoncé le passage de l'âge légal de départ à 64 ans, adopté il y a 2 ans sans vote, grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Aujourd'hui encore, partout en France, les organisations syndicales et nos concitoyens se mobilisent. Le pays a besoin de réparer l'outrage qu'il a subi. Si ce texte n'a qu'une portée symbolique, la gauche espère qu'il alimentera la contestation qui se poursuit aujourd'hui dans la rue, avec une journée de manifestations et de grèves organisée à l'appel de la CGT. À Paris, le cortège s'était lancé à 14h depuis l'école militaire. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. L'extrême droite, aidée par les médias financés par des milliardaires, cherche à imposer leur vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Pour riposter, le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter les voix qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille, elle est pour la démocratie et elle nous concerne tous. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Et tant qu'on y est, abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.